votre Dieu miséricordieux. Il a préféré détruire son bien-aimé plutôt que d'offrir à un médiocre la joie de partager une part infime de sa gloire. Il a tué Mozart et m'a laissé, moi, une vie de torture. 32 années de torture, 32 années à me voir doucement tomber dans le néant. Et ma musique, de plus en plus, dans l'oubli total. Désormais, personne ne la chante. Alors que la sienne... Bonjour, professeur. C'est l'heure d'aller aux toilettes. Et après, vous aurez votre petit déjeuner préféré. Les fondants. Il adore les fondants frais. Laissez-moi parler en votre nom, mon père. Je parle au nom de tous les médiocres du monde. Moi, je me fais leur champion. Je suis leur saint patron. Médiocre où que vous soyez, je vous absous. Je vous absous. Je vous absous. Je vous absous. Je vous absous tous. Qu'est-ce qui, selon Schopenhauer, distingue l'homme médiocre, l'homme ordinaire, du génie? Bon, alors, évidemment, c'est un peu compliqué. Enfin, ça, c'est à la fois très simple et compliqué. Bon, de même que Platon considérait qu'il y avait un naturel philosophe, bon, que certains esprits étaient prédisposés par une sorte, je ne sais pas, de grâce naturelle ou d'élection, on ne sait pas trop, hein, ça reste très, très mystérieux. Donc, prédisposés à la philosophie, à la communication avec les idées, avec les archétypes. Bon, ben de même pour Schopenhauer, il y a des esprits qui sont prédisposés à la création artistique ou à la contemplation esthétique. Parce qu'en fait, l'amateur d'art possède en lui une part de génie dans la mesure où il est sensible justement aux œuvres d'art. Alors, mais finalement, c'est une question de degré entre l'amateur d'art et le créateur. Car l'amateur d'art, quand il contemple, quand il écoute Mozart, par exemple, ou quand il lit un chef-d'œuvre de poésie, ou bon, même aujourd'hui, on pourrait parler aussi du cinéma, puisque vous venez de passer un extrait de cinéma, d'un film, pardon. Bien, l'amateur d'art aussi, d'une certaine façon, il est porté vers une sorte d'inaction, d'active inaction, pour prendre un oxymore, qui est le désir d'en savoir plus sur un monde que par ailleurs il subit. Bon, alors c'est pour ça que dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie aussi, Schopenhauer parle des hommes médiocres, il en parle en termes de Philistin. Hein, le Philistin, c'est celui qui place sa vie sous le signe de l'utilité, de la rentabilité, de la carrière, de tout un tas de motifs comme ça qu'il croit être en plus ses motifs. Alors, en réalité, il est comme le hamster dans la roue qui tourne, on ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Tandis que l'amateur d'art, alors disons l'esthète, est un peu comme des Esseintes, si vous voulez. D'ailleurs, entre parenthèses, des Esseintes rend hommage à Schopenhauer au début de À rebours. Hein. Huysmans, c'était un écrivain qui était très influencé par Schopenhauer. Donc, l'esthète ne se sent pas impliqué dans le mouvement autour de lui. Alors, c'est pas une pause, d'accord, il est inapte
il est inapte à la vie voilà. Et par conséquent, il ne lui reste que la contemplation. Il ne lui C'est ça, reste... vous dites qu'il Ouais. est inapte, c'est-à-dire que contrairement à Kant, pour qui le génie est un don de la nature, chez Schopenhauer, c'est presque une maladie, c'est une déficience. Oui, c'est une pathologie, c'est une ouais. pathologie du vouloir. Et d'ailleurs, il le dit, il parle de folie, il dit que le génie est entre la folie et l'enfance, ce Oui. qui correspond assez bien au personnage de Mozart, d'ailleurs, dans le film de Milos Forman. Oui, parce que on voit bien que le génie est accaparé par des questions de forme, des questions c'est l'imaginaire qui prime chez le génie. Tandis que chez l'homme ordinaire, ce qui prime, c'est l'entendement, le calcul, l'anticipation, les petites stratégies, les petites intrigues. Et là, évidemment, ou alors, si on parle d'imagination dans le cas de l'homme médiocre, l'imagination est soumise à l'entendement et pour des motifs qui sont souvent très, très subalternes, très bas, très prosaïques. Tandis que chez le génie, la raison est là, certes, mais comme, un petit peu neutralisée au profit de l'imagination. Et finalement, entre le génie et la folie, entre la génialité, comme dit Schopenhauer, et la folie, il y a aussi, là, c'est une affaire de degré. Le fou étant un génie qui ne peut pas créer parce que son imagination l'accapare totalement, il est phagocyté par son imaginaire, de même que l'enfant d'ailleurs, hein. Et avant que l'enfant ne soit pris par les impératifs rationnels de la vie sociale, le génie, c'est celui qui a conservé de l'enfance ce goût pour, disons, le monde de l'imagination, sans tomber dans la folie. Enfin, ça, il ne le décide pas, évidemment, hein, c'est le hasard de l'existence. Mais souvent, c'est vrai qu'il y a une parenté, dit Schopenhauer, entre le génie et le fou. En tout cas, la vision artistique du génie passe parfois pour une sorte, aux yeux de ses contemporains, pour une sorte d'hallucination démente. Et voilà pourquoi on met du temps à reconnaître le travail du génie, le travail, enfin disons la création du génie.